Voilà, on voit une année très, très riche, très remplie. Il y a eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de fronts, il y a eu beaucoup de dossiers, beaucoup de chantiers. Jean-Luc, s'il fallait retenir vraiment qu'un vrai dossier, qu'un vrai combat que vous avez mené ou une vraie action, ce serait laquelle? Alors, juste avant, moi je voudrais, puisqu'on vient de voir une partie de ce qui a été fait cette année, et on voit que c'est très riche, on a mis en avant un certain nombre des membres du bureau et les membres du conseil exécutif. Je voudrais très sincèrement les remercier, puisque si on peut faire tout ça, c'est grâce à cette équipe, mon équipe, celle avec qui on construit le bureau, celle avec laquelle on fait tout le conseil exécutif. Je voudrais aussi dire une chose, je voudrais aussi remercier toutes les fédérations, les 110 fédérations et groupements professionnels avec qui on travaille en commun tout au long de l'année, avec qui on peut bâtir tous ces événements et avec qui on peut construire pour avancer sur ce territoire. Et dans ces remerciements, j'y associe bien sûr toutes les zones d'entreprise. Et puis au fond, je remercie les 10 500 entreprises adhérentes, puisque tout ce qu'on fait, c'est pour elles. Et visiblement, vu les résultats, ça nous encourage à poursuivre, mais n'hésitez pas à nous donner des idées. Voilà. Donc ça, c'est pour les remerciements. Et à travers les remerciements, ça sera mon dernier remerciement du soir, je vous le promets. Je voudrais aussi remercier notre équipe de permanents. Ces 80 personnes, ces 80 hommes et femmes qui se battent toute l'année pour défendre les valeurs de l'entreprise à nos côtés, nous tous élus, bénévoles de cette maison. Donc je voudrais aussi les mettre à l'honneur parce que sans eux, on n'arriverait pas à faire tout ce qu'on fait tout au long de l'année. Voilà, un petit applaudissement pour eux tous. Alors le dossier phare. Alors le dossier phare, je dirais qu'en 2013, on a été dans une année de dialogue avec le monde politique. Ça vous étonnera peut-être pas, il y avait des échéances. Et nous aussi, on avait des messages à passer aux candidats et aux futurs élus tout au long de l'année. Alors on a commencé avec le Forum des entrepreneurs et on l'a vu tout à l'heure, on leur a dit quoi? On leur a dit, écoutez-nous, on a des idées. Écoutez-nous, on a des idées pour écrire le scénario de demain du développement économique de ce territoire, de notre département et de notre région. Et on leur a dit surtout une chose, écoutez-nous, mais travaillons ensemble. Une fois que vous allez être élus, travaillons ensemble pour mettre en place les bons projets pour développer l'économie de ce territoire. Et puis le deuxième sujet qui me semble lié probablement, c'est le dialogue avec les élus qui a marqué peut-être l'année 2013 à nos yeux. Ils vous ont écouté ou pas? Alors le deuxième sujet, c'est le livre. C'est le livre où on a essayé de proposer une vision gagnante de notre territoire aux élus pour pouvoir aborder les années prochaines avec un côté positif. Faire gagner Marseille-Provence, c'est possible. Et quand on disait Marseille-Provence, c'est bien sûr tout le territoire qui était englobé. Alors, est-ce qu'ils nous ont écoutés? Écoutez, si on en croit les programmes et les discussions qu'on a pu avoir, je prendrai que quelques exemples, mais on semble avoir été entendu, en tout cas par tous ceux qui ont été élus, sur les problèmes de l'obligation de métropoliser les transports et le logement, de réfléchir à la bonne échelle pertinente. On pense aussi avoir été écouté, en tout cas c'était écrit dans les programmes, en ce qui concerne l'idée qu'il faut créer une nouvelle façon de travailler ensemble sur ce territoire, avec par exemple la création d'un conseil, alors on peut l'appeler conseil économique, conseil stratégique du territoire, où les grands élus du territoire, les grands chefs d'entreprise, les universitaires peuvent se réunir pour déterminer ensemble les priorités et pour faire en sorte que ces priorités soient mises en route, en même temps, avec l'énergie de nous tous, pour qu'elles puissent réussir. C'est-à-dire ce que font d'ailleurs un certain nombre d'autres grandes villes dans le monde et en France d'ailleurs. Au fond, oui, c'est uniquement appliquer la méthode qui permet de gagner à d'autres villes dans le monde, mais pas très loin de chez nous, à Bordeaux, à Lyon, à Lille. Donc au fond, c'est simplement regarder ce qui se passe ailleurs et le faire ici. Et puis le dernier sujet qui semble avoir été retenu et qui était dans les programmes, c'est le sujet du marketing territorial, c'est-à-dire comment vendre tous ensemble les atouts de ce fabuleux territoire et faire en sorte que si on le fait tous ensemble, on puisse aller plus loin, on puisse attirer plus d'entreprises, on puisse développer, on puisse gagner tous ensemble. Alors effectivement, on a été, semble-t-il, entendu. Je dis semble-t-il parce que c'était écrit dans les programmes, ça a été promis. Vous attendez les faits? Mais maintenant, on attend les faits. Et au-delà, on ne va pas faire qu'attendre. Je pense qu'on va revendiquer les engagements qui ont été pris. Il faut qu'ils soient réalisés. Alors on a commencé avec un certain nombre de collectivités ou d'élus à échanger, à discuter pour mettre en place. Mais il y a urgence là aussi, et il faut qu'on avance rapidement et ensemble pour faire gagner ce territoire, pour créer de l'emploi et pour créer du bien-vivre sur ce territoire. Alors, on a dit tous PME, effectivement, ce soir, il y en a beaucoup dans la salle, mais je vous propose d'en accueillir 4. 4, vous allez me dire, c'est peut-être pas beaucoup, c'est vrai, mais vous allez voir que leur histoire, leur quotidien est particulièrement révélateur, et vous allez, je suis sûr, vous reconnaître. J'appelle Monsieur Olivier Bourgois de la société Stéripure. Vous pouvez l'applaudir.
Peggy Santerre d'ADT International, Marc Ligonèche de Métoplast et Marc Boissé d'AXA. 4 PME qui vont témoigner ce soir devant vous. Et on va tout de suite essayer de comprendre aussi que ces PME, vous allez le voir, on ne les a pas vraiment choisis au hasard. C'est ce qu'on appelle des pépites. C'est des petites boîtes qui marchent bien, qui font du chiffre d'affaires, certes, mais qui performent, qui font de la réussite. C'est pas facile tous les matins, vous allez comprendre pourquoi. On va tout de suite découvrir en images. La première, c'est Stéripure. La jeune société Stéripure, installée à Roussé, propose depuis 2012 un service innovant de débactérisation capable de préserver toutes les qualités des produits secs, tels que les noix, les épices ou encore les compléments alimentaires. Grâce à une mise sous vide des produits traités, puis à l'injection de vapeur saturée, Stéripure a développé une technique de dernière génération capable de traiter sans altérer. L'évolution toujours croissante de la demande, notamment en matière de sécurité alimentaire, nécessite un doublement de la capacité du site d'ici 2 ans. Voilà, Stéripure qui s'occupe de la sécurité de nos aliments, sécurité alimentaire. Olivier Bourgois, vous avez 10 salariés, vous faites à peu près 630 000 € de chiffre d'affaires. C'est pas tous les. Là, on vient de voir, si j'ose dire, la vitrine, le bon côté des choses. C'est pas facile tous les jours. D'abord, vous avez un vrai problème. Vous allez nous en parler. C'est pas un problème peut-être qui peut toucher, qui a une ampleur nationale, mais qui a une ampleur bien locale. C'est que vous êtes en train d'essayer de développer votre entreprise. Vous n'avez pas de foncier autour de chez vous, et vous m'avez dit si ça continue comme ça, je vais partir d'ici. Vous pouvez nous en dire un mot? Dans le micro, il faut parler, c'est tout. D'accord. Voilà, tout simplement. Ok. Oui, effectivement. Bon, moi, je suis pas de la région. Je viens du Nord. J'ai monté une entreprise il y a 20 ans dans le Nord que j'ai cédée il y a 4 ans. Et quand je suis arrivé ici, en fait, pourquoi je suis venu ici? Parce que je me suis rapproché d'un grand port, le grand port de Marseille. Les problèmes sont derrière nous, je crois. Enfin, c'est fini. Oui, enfin, maintenant, ça va beaucoup mieux. On le dit en croisant les doigts, mais vous voilà, y allez. on croise les doigts. Je me suis rapproché de mes clients et je me suis rapproché surtout des flux dans la région. Donc, je suis venu ici. J'ai été très bien accueilli, les gens sont charmants, mais j'ai été confronté à un problème qui m'a surpris, c'est le foncier. Alors vous allez me dire, évidemment, le foncier, ici, il fait beau, tout le monde veut venir travailler ici. Mais bon, les entreprises qui démarrent comme les nôtres, des petites entreprises, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Chauvin, il faut commencer petit et puis on grandit. Pour commencer petit, on n'a pas forcément les moyens d'une très grosse, donc on n'a pas forcément les moyens de s'acheter des terrains, etc. Et le terrain est cher ici, c'est ça le sujet? Le terrain est extrêmement cher, il n'est pas si rare que ça, mais il est très cher. Donc les marches à franchir quand on est une société industrielle comme la nôtre, on commence déjà avec 2 boulets aux pieds avant même de commencer. Il y a d'autres régions où il n'y a pas les mêmes pressions du foncier, c'est beaucoup plus facile. Alors ça, c'est notre premier sujet, c'est le foncier. Le second sujet dont vous m'avez parlé, qui vous préoccupait beaucoup, c'était de dire, moi dans mon métier, je suis obligé de jauger mes collaborateurs avant de les embaucher, et j'ai qu'un mois pour faire ça. Alors, on a effectivement dans notre métier, on a beaucoup de main-d'œuvre, on utilise beaucoup de main-d'œuvre, et on utilise des opérateurs. Donc, des opérateurs qu'il faut former. On n'a pas des gens qui arrivent avec une formation adaptée à notre métier, il faut les former, c'est long. Pour les juger, pour les jauger, 1 mois, même si maintenant c'est 1 mois renouvelable, c'est très court, c'est beaucoup trop court. Donc vous faites quoi? C'est trop court pour nous, mais c'est aussi trop court pour l'opérateur. Il y a des opérateurs qui, de bonne foi, je veux dire, au bout d'1 mois, 2 mois, souhaitent quitter l'entreprise, ça ne leur va pas, c'est pas exactement ce qu'ils attendaient. C'est beaucoup trop court. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise, comme j'imagine beaucoup de sociétés, l'intérim. Mais l'intérim, c'est cher. Voilà, c'est une solution. Et probablement l'essor des sociétés d'intérim ces dernières années, c'est probablement pour aller
sur les failles du système qu'on a et donc aujourd'hui. la masse salariale devient trop lourde et trop importante pour les vous. coûts salariaux, Donc ça veut dire quoi? ça, Vous avez des contrats de travail qui ne sont pas adaptés. En fait, vous voudriez une période d'essai un peu plus longue. Ben oui, par exemple. Enfin, moi, j'ai pas vraiment réfléchi à ces solutions. C'est pas à moi pour le moment d'y réfléchir. Mais si on avait des périodes d'essai plus longues, on l'a pour les cadres. D'ailleurs, ça commence à être suffisant parce que on a des périodes d'essai qui sont longues pour les cadres, donc on a le temps. Effectivement, eux ont le temps et nous on a le temps de savoir. Mais pour des opérateurs, c'est très court. Très court. Alors, troisième sujet qui vous préoccupe, c'est ce que on va faire simple, c'est la paperasserie. C'est que vous dites, moi je suis patron de PME, je meurs avec l'ensemble des réglementations, avec l'ensemble. Vous m'avez parlé de l'augmentation de capital. Faire une assemblée générale, il m'a dit, c'est un cauchemar. Mais écoutez, on est une toute petite société, on a 10 salariés, on fait quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, on vient de commencer notre activité. Il faut un avocat de droit social, un avocat de droit des affaires et un avocat juridique. Et puis, ça coûte cher. Et même, quelquefois, ils ne sont pas sûrs de bien respecter... eux-mêmes, oui, ils ça s'y coûte très retrouvent cher. pas. Eux-mêmes, si quelquefois, s'y retrouvent pas. C'est beaucoup trop lourd. C'est beaucoup trop lourd. On devrait avoir des systèmes beaucoup plus simples. Mais pour autant, vous réussissez. Ça veut dire, comme disait tout à l'heure Jean-Luc Chauvin, si on vous avait peut-être libéré un certain nombre de ces contraintes, vous seriez peut-être champion du monde. Applaudissements pour Monsieur Bourgois, s'il vous plaît. Ça réussit, mais il faut se battre. On va maintenant parler, on va faire tout à fait un autre secteur d'activité. On va parler de traduction, d'interprétariat avec ADT International, et on regarde en image ADT International. D'ailleurs, il y a un groupe ADT, on connaît, mais là, vous allez voir, c'est une petite entreprise. Devenu leader sur le marché français de la traduction, ADT International a récemment décroché un appel d'offres avec le géant coréen Daewoo, lui ouvrant ainsi des marchés auprès d'une dizaine de ses sous-traitants. Sa force, sa capacité à couvrir toutes les langues et agir sur tous les formats dans tous les domaines d'activité. Voilà, ADT International. Peggy Santerre, merci d'être avec nous. Donc je disais une petite entreprise. Bravo d'abord pour Daewoo, ça veut dire que les petites entreprises peuvent décrocher des géants mondiaux, parce que c'est un géant mondial, Daewoo. Oui, tout à fait. Et donc vous traduisez quoi pour eux exactement? C'est quoi leur notice pour les appareils électriques, c'est ça, les trucs comme ça? Non, pas du tout. Donc c'est un consortium, plus exactement, Daewoo et Mitsui, donc coréens et japonais, qui construisent des centrales au Maghreb et qui ont besoin de traduire leur manuel de maintenance et d'opération pour en fait entretenir le matériel. Donc là, concrètement, c'était un projet de 20 000 pages à traduire, projet où on était tous en concurrence, notamment avec les agences de traduction aux États-Unis et en Corée. Et donc au tout début, forcément, les ingénieurs et les chefs de projet, donc tous hommes asiatiques, se dire travailler avec Châteauneuf-les-Martigues, une femme qui gère des femmes. Homme asiatique, déjà, c'est... Ça va être compliqué. Voilà. Donc ça a été une lourde tâche d'essayer de les convaincre. La chance que j'avais, c'est que j'avais travaillé au Japon, j'avais encadré des équipes asiatiques par le passé. Et puis j'ai essayé de montrer que Marseille avait un atout important parce qu'on était à 2 heures d'avion des centrales et que je pouvais me faire l'ambassadrice du projet s'ils avaient besoin. En 2 heures, je pouvais être sur place. Vous avez fait du marketing territorial en quelque sorte. Voilà, exactement. D'accord. Alors, ceci dit, c'est vrai que dans votre métier, dans votre travail, il faut être présent 24 heures sur 24. Vous, les fuseaux horaires, vous ne connaissez pas. Voilà, exactement. Au grand désespoir de mon mari, quand je suis sur des projets, notamment sur la Corée, comme là on vient d'en finir un, il faut être joignable tout le temps pour justement être réactif, et ça faisait partie du deal avec le client. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 4 heures du matin, je suis disponible pour, par exemple, parler d'une clause du contrat ou voir l'avancée du projet. Je suis disponible. Vous êtes vos salariés aussi, je suppose. Eh bien justement, non, parce que pour être compétitif, le coût du travail la nuit, on sait que déjà le coût du travail en France coûte cher, mais en plus le travail nocturne coûte encore plus cher. Donc moi j'avais organisé le projet pour que mes équipes commencent tôt, mais que la partie nuit
soit moi qui l'assume pour justement rester compétitif, parce que si je devais mettre 15 chefs de projet payés en heure de nuit, je ne passais pas. Mais comment vous faites? Alors, c'est vous personnellement, parce que vous êtes la patronne, qui vous faites les traductions? Alors, c'est pas moi qui traduis, mais c'est moi qui gère le projet en attendant que mes équipes arrivent, parce qu'en fait, on est sur du 24-24, comme ce sont des délais très courts. C'est vous qui établissez ce lien avec le client aux heures d'ouverture du client. Exactement, puisqu'il y a quand même 7 heures de décalage avec Séoul, donc sinon on n'avait pas le projet, donc voilà. Donc manifestement, là encore, une législation pas adaptée, ou en tout cas un coût du travail la nuit qui, pour vous, était un obstacle insurmontable, quoi. C'est un problème de compétitivité. Ça vous empêche de vous développer, ça, par exemple, cette question-là? Oui, parce que moi, quand je suis allée à Séoul l'été dernier, donc il y a eu un effet bombe. Tout le monde a dit « Ah, mais vous avez fait un super challenge, vous avez traduit tant de pages en si peu de temps, aucune agence voulait relever ce challenge, etc. Allez voir nos sous-traitants. » Donc je me suis trouvée à aller partout voir plusieurs sociétés qui avaient des besoins de traduction. J'ai eu plein de commandes et à un moment donné, je me suis dit « Mais on ne va pas y arriver. » Et là, je suis obligée de ne pas trop démarcher à l'international parce que je suis bloquée. C'est vous qui vous freinez vous-même en quelque sorte. Voilà. Ou alors, il faudrait que je fasse des prix beaucoup plus élevés pour assumer le coût plus élevé des salariés pour les embaucher la nuit. Donc c'est difficile et moi, je ne peux pas tout faire non plus. Exactement. Alors, vous me racontiez une anecdote, parce que quand on a préparé cette rencontre, vous m'avez raconté une histoire avec une étudiante guatémaltèque. Et c'est intéressant parce qu'on parlait emploi tout à l'heure. Et là, c'est un exemple où manifestement, il y a un frein à l'embauche qui est caractérisé. Racontez-nous ça. Mais en effet, alors il y a cette étudiante guatémaltèque, parce que c'est tout récent, mais ça m'est arrivé aussi avec des Coréens, des Chinois. Évidemment, dans mon cœur de métier, je suis obligée d'embaucher des étrangers, puisqu'on traduit toujours vers sa langue maternelle et qu'on apprécie aussi d'avoir un chef de projet qui est coréen quand on gère, par exemple, un projet en Corée. Donc là, avec cette étudiante guatémaltèque, je rencontre une guatémaltèque qui est aussi double nationalité américaine, qui est étudiante sur Aix. La pépite, il me fallait exactement ce type de profil. Et là, on fait l'entretien, elle est prête à arriver, tout va bien, je peux commencer lundi, d'accord. Et là, je demande à mon avocat de préparer le contrat, il me dit « Ah, mais Peggy, attention, elle a le statut d'étudiant, tu ne peux pas l'embaucher tout de suite. » Ah bon, pourquoi? C'est une embauche en CDI en plus. Hein. Voilà. Ah non, tu ne peux pas l'embaucher tout de suite, il y a des démarches pour qu'elle ait sa carte pour pouvoir travailler. Là, elle est en statut étudiant, ou tu la prends 20 heures par semaine. Ah d'accord, 20 heures par semaine, c'est pas possible. C'est ça. Alors, des solutions, il y en a, mais je veux dire, c'est quand même bloquant. Nous, il y a des profils qu'on aimerait embaucher et qu'on ne peut pas parce que il y a cette contrainte-là. Jean-Luc Chauvet, on ne peut pas l'aider là sur cette affaire? Oui, alors, typiquement, c'est quoi le sujet? C'est de dire comment on fait pour arriver à avoir les autorisations pour débloquer la situation et fonctionner. Donc bien sûr, il faut se rapprocher de nos services conseils de l'UPE 13 et on a quelques contacts avec les services de la préfecture qui gèrent ça. Et puis même, on a la chance d'avoir parmi un ancien préfet des Bouches-du-Rhône, secrétaire général de la région, le patron de l'Office central des migrations. Donc volontiers, on peut aider, on peut participer sur ce sujet comme sur d'autres, mais celui-là, très précisément, on doit être capable de se mobiliser et d'aider. Voilà, c'est clairement un frein au développement de l'entreprise. Alors s'ils n'ont pas l'UPE performante à côté d'eux, les entreprises, et s'ils n'ont pas la relation avec le préfet, comment vous faites quoi? Vous vous sentez isolé? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui particulièrement en cette matière? C'est que je crois que le délai pour obtenir un permis de travail étranger, c'est pratiquement 3 mois. Là, ils m'ont dit... comptez là, elle devrait arriver pour le 15 septembre. Je dis, mais 15 septembre, moi j'ai besoin de la personne à l'instant T. Je peux attendre une semaine ou 15 jours, mais... Et encore 3 mois, franchement, c'est si tout se passe bien. Donc appelle-nous dès lundi matin avec ton dossier, on va essayer de t'aider. Mais voilà, le vrai problème, un vrai frein supplémentaire tous les jours. Et c'est où je rejoins, c'est qu'en fait, notre passion quand on est dirigeant, c'est de pouvoir manager les équipes, être sur le terrain, développer, trouver des clients... Et en fait, c'est toute l'administration, c'est chronophage et on passe du temps. Parfois, on peut passer toute une semaine sur que des problématiques administratives qui nous bloquent et on est obligé puisqu'on ne peut pas aller au travers de la loi. Peggy Santerre, applaudissements pour ADT International. Autre PME, autre pépite, et là, on va aller dans le monde de la publicité sur le lieu de vente avec Métoplast, à Gemnos.
Reprise récemment par le fonds d'investissement Connect Invest, Métoplast, dédié au développement et à la production de PLV, monte en gamme avec un positionnement innovant sur du mobilier commercial high-tech. Avec un outil de production réparti entre Gémenos et Shanghai, cette PME régionale créée en 1980 mise sur l'avenir en travaillant aussi sur de nouveaux matériaux comme les meubles connectés et interactifs. C'est avec sa cellule de recherche et développement intégrée à la structure que Métoplast se donne toutes les chances d'affirmer sur le long terme sa volonté de performance.